Les rêves tôt, enfin, je sais pas si c'est déjà le rêve, je sais pas si c'est. On n'est plus trop dans le temps. Bien, chef, comment? J'espère que tout va bien, que vous allez bien. En tout cas, on essaye d'aller bien. Et voilà, enfin, j'ai eu le grand mérite et le grand honneur. On ne sait même pas quel mot employer parce que c'est d'être invité par Rav Nakash. Parce que j'ose me dire élève de Rav Nakash. De venir ici vous parler. Alors sachez vraiment, je rigole, mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux parce que on est passé par la yeshiva et c'est vraiment un grand mérite d'être là. Je sais que c'est un mérite d'être Barour Yeshiva, mais c'est encore un plus grand mérite pour les gens qui viennent vous enseigner. Je suis sûr que Rav Nakash pourra vous le dire. Et c'est vraiment un grand kavod d'être ici dans ce. Moi j'appelle Kodesh HaKodashim parce que la vérité, mais on n'a plus Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, le Kodesh HaKodashim, il est là. Alors, je sais pas, il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est ça. C'est en même temps l'arche de Noé. C'est un Kodesh HaKodashim, c'est l'arche de Noé. C'est la protection contre ce qu'il y a dehors. Donc, voilà, je vous considère non seulement comme l'élite de la nation, comme on dit, comme des gens qui ont été choisis, qui ont eu le srout d'avoir été choisis pour être là. Et aussi comme des rescapés, voilà, comme des rescapés du déluge, qui ont été choisis, comme j'ai eu le mérite de l'être pour arriver dans cet endroit. Alors j'ai pas encore l'occasion de beaucoup le connaître, mais en tout cas toute yeshiva qui se respecte, c'est la même. Il y a la même avira, il y a la même gdusha, et il y a la même simcha, parce que la Torah c'est ça qu'elle véhicule. Donc un endroit où on étudie, il y a forcément dedans beaucoup de simcha et beaucoup d'engouement. Et donc on espère que mes paroles seront à la hauteur de cette sainteté qu'il y a ici. Et alors c'est pas très original, parce que le Rav, il m'a demandé de parler de l'Ilimud Torah. Alors pour une yeshiva, bon, moi, en tant qu'élève, je suis encore élève, donc j'ai écouté les conseils, en tout cas la démarche, la aura du Rav. Mais la vérité, avant de commencer, sachez que vous êtes là assis, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes arrivé là, je ne sais pas s'il y a plusieurs shiurim ici, mais vous avez pas forcément l'impression, des fois peut-être Rav Nakash il vous le dit, mais sachez que vous êtes là, mais en même temps vous construisez quelque chose. Et alors c'est pas simplement que vous construisez votre tête, c'est pas simplement que vous construisez un sechel, parce qu'effectivement, Baruch Hashem, vous passez du temps à étudier, vous passez du temps dans les écrits, dans les mefarshim, donc Baruch Hashem, ça travaille, et il y a beaucoup de gens, des fois, comme je suis aussi avec Torah Box un petit peu, il y a beaucoup de gens qui nous disent, bon, ben alors, qu'est-ce que je fais? J'ai peur d'aller à yeshiva, peut-être ça va me déconnecter des études, peut-être je vais être un peu moins dans le coup. Une fois que je vais partir à la yeshiva, après j'aurai du mal à me remettre. Je lui dis, bah, aucun rapport. Non seulement tu ne vas pas avoir du mal à te remettre, tu vas être encore plus dans le coup. Donc t'inquiète pas, fais ta yeshiva, prends le temps qu'il faut, 1 an, 6 mois, ce que tu veux, et après tu pourras tranquillement, si tu veux, c'est pas limité à 1 an, plus c'est affinité. Mais si tu veux retourner à tes études, à ce que tu veux, t'inquiète pas que tu pourras le faire, et en plus avec la bracha. D'accord. En tout cas, sachez que vous êtes encore non seulement en train de construire un sechel, une intelligence, mais vous êtes surtout en train de construire un cœur et un lève et une réguichoute, une sensibilité à la Gdusha. Et pour être passé par là, je peux vous dire que, il ne faut pas le dire à nos épouses, mais on est nostalgique. On est nostalgique, la vérité, il faut le dire. On est nostalgique, on peut le dire, on a le droit. Au contraire, on est nostalgique de ces années-là, de ces années à Shiva, parce que ça ne se représente pas. Comme vous avez pu le sentir, j'imagine, c'est des conditions. Tout est mis à disposition pour kiffer, pour profiter, pour s'informer, pour s'instruire et surtout pour se construire et pour avancer. Et donc, comme je disais, c'est pas seulement le Sechel, mais c'est aussi vous que vous construisez, c'est aussi vos enfants, Béat Hachem bientôt, qui vont suivre votre exemple, j'espère. En tout cas, vous allez leur passer quelque chose. Ce que vous allez leur passer, c'est ce que vous prenez maintenant. Il ne faut pas s'imaginer. Ce qu'on passe aux enfants, c'est ce qu'on a en nous. Qu'est-ce qu'on a en nous? C'est soit ce qu'on a en nous, c'est ce que la rue nous apporte, ou c'est ce que la yeshiva nous apporte. Mais c'est ce qu'on a en nous, c'est ça qu'on va leur passer. J'ai un beau-frère, j'ai quelqu'un dans la famille, pour ne pas dire son nom, et il a décidé de se renforcer quand, au Hachem, il attendait une bonne nouvelle. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire à mon fils? Qu'est-ce que je vais lui raconter?
Alors, il a dit, bon, ben voilà, je vais m'asseoir, étudier un petit peu, et bien, Hachem, j'aurai toutes les chances de mon côté pour pouvoir lui passer quelque chose d'intéressant. C'est aussi votre couple. Avant les enfants, j'ai sauté l'étape, mais bon, bien Hachem, bientôt pour tout le monde, dans la Simra, Bekarov, c'est aussi votre couple, et que vous allez c'est un mazal que des fois je dis chez l'Olishma, des fois je dis aux Bachurim pour les motiver à faire les yeshivas, sachez que la kala, la promise, ça ne sera pas la même entre 0 yeshiva, 1 an de yeshiva, 2 ans de yeshiva, 3 ans de yeshiva. En même temps, c'est elle que vous êtes en train de déterminer. C'est elle que, donc, on ne sait pas, séminaire, pas séminaire. Après, avec la yeshiva, au prochain, vous êtes en droit d'exiger de la qualité quand on est un Bachur yeshiva. Donc c'est évident qu'en même temps, vous jouez tout ça en ce moment-là. Donc c'est pas pour vous donner des motivations. Oui, ça motive aussi, mais c'est pas ça qui doit motiver, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc c'est tout ça que vous êtes en train de jouer. Et alors, Hachem, alors, je pense que le Rav Nakash, pourquoi il m'a demandé de parler du Limud Torah, pas seulement parce que c'est ça que vous faites toute la journée, mais pour une raison simple. Alors, la vérité, voilà, évidemment, on va parler de ça, mais on ne va pas parler que de ça. Alors, Mechira, on ne va pas parler que de ça, parce que bon, Hachem, le temps qui m'est imparti, j'en profite. Donc, on va parler de ça, mais aussi, on va essayer de parler. J'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, qu'est-ce qu'en tant que Baruch Yeshiva, moi, j'aurais aimé qu'on me dise? Alors, c'est des choses qu'on m'a dit, Baruch Hashem. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? C'est quoi les petites stratégies, les petits conseils que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque pour pouvoir, Baruch Hashem, passer cette période facilement dans le simcha, sans trop d'embûches, sans trop d'obstacles. Et donc, Baruch Hashem, si on attend, on va essayer aussi de réfléchir à 3 stratégies, voilà, comme je les appelle, puisque j'ai en face de moi des soldats. Donc, il va leur donner des stratégies de lutte, parce que, comme vous êtes au courant, à part nos amis du Nord, on a aussi un grand ennemi qui s'appelle le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il est toujours présent, il est là présent, plus qu'ailleurs, parce que partout où il y a de la Doucha, il y a du Yetzer Hara. Donc sachez qu'il est aussi présent chez nous, et donc on doit être aussi à même de le combattre, même à la yeshiva, puisqu'il s'insère, il s'immisce partout. Baruch Hashem, c'est ça notre chance. On va voir pourquoi. Et alors à Emet, il y avait une fois, c'est une histoire qu'on pourrait raconter à tout âge, mais il y avait une fois, elle est très simple. Il y avait une fois un homme c'était à l'époque, qui partait en bateau pour un long voyage, pour se Parnassa, comme on dit. Et malheureusement, le bateau a fait naufrage. Et bon, Baruch Hashem, il a pu s'en sauver, je crois que c'était même le seul rescapé. Il a accroché un morceau de bois, il a pu s'en tirer, il est arrivé jusqu'à une île déserte. Et sans, évidemment, sa famille ne savait pas où il était, sa famille pensait qu'il était en train de faire son business, tout ça, donc on va le laisser tranquille. Il doit être en train de gagner des sous. En fait, il était sur son île déserte, en train de lutter pour sa survie. Donc il est arrivé sur l'île déserte, et il voit, évidemment, la première chose, c'est qu'il cherche de quoi manger pour ne pas mourir tout de suite, et il voit des belles, la vérité, il se penche et il voit une belle pierre là, il s'avère d'être une pierre assez chère, assez précieuse. Et bon, la vérité, c'est tentant, on va la prendre, après on va chercher à manger, bon, pourquoi pas. Il la prend dans sa poche. Il en voit une autre, il commence à la prendre aussi. Il voit le pantalon qui commence à se remplir. Et bon, il se dit, je suis pas fou quand même. Déjà, j'ai du mal à marcher. J'ai fait naufrage. Déjà, je ne vais pas en plus m'encombrer avec des pierres. Viens, déjà, je pense à ma survie. Je vais essayer de chercher de quoi manger déjà. On verra. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les pierres. Il en garde une. Voilà, une, monsieur. Il en garde une seule. Elle est belle, mais il n'y en a qu'une seule. Et ben, au Hachem, il arrive à s'en sortir. Je ne sais pas combien de temps après. Il revient vers sa famille. Alors, ils ont un moment extraordinaire. Ils ont tous pensé qu'il avait fait son business pendant ce temps-là. Il n'a même pas la force de leur demander, de leur dire ce qui s'est passé. Et attendez, laissez-moi, je vais me reposer, je vais prendre quelques temps. Laissez-moi de côté, je vous raconte tout dans une demi-heure. Il va se reposer. La famille, les enfants, ils n'ont pas perdu le nord. Ils ont dit, mais sûrement qu'il nous a rapporté quelque chose de son voyage. C'est évident. Tous les enfants, c'est ça qu'ils demandent la première chose. Alors, il commence à chercher dans le sac. Alors, là, il est en train de dormir, lui. Il cherche dans le sac. Et il tombe sur la pierre. C'est pas une pierre régulière, c'est une pierre extraordinaire. Et voilà, son chère épouse, elle se dit, voilà, c'est sûrement tout ça. Il a sûrement dû gagner beaucoup de choses. Il a sûrement dû tout revendre pour acheter ça. Quel homme d'affaires, alors.
extraordinaire. Alors elle lui dit, elle ne peut pas résister à la tentation, elle va voir le voisin d'à côté qui est expert en évaluation, et il lui dit, ma chère madame, je ne sais pas où vous avez écouté ça, cette pierre-là, elle vaut $1,5 million. Alors je ne sais pas s'il y avait des dollars, mais en tout cas dans l'histoire, c'est des dollars. Ah, elle attend le réveil de son mari, elle dit, on est riche, je ne sais pas si tu es au courant, mais on est riche, ça y est, tu peux arrêter, tu n'as plus besoin de voyager, demain tu restes là, à la maison. Il dit, qu'est-ce qui se fait? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai raté quelque chose? Il dit, ben oui, la pierre là, la pierre que tu avais, la pierre que tu as trouvée dans ton. Tu as récupérée dans ton sac, tu as vendu, tu as revendu, tu as fait des trucs. Et là, il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes parce qu'il se dit que toutes les pierres qu'il avait balancées, une à une, eh ben, il aurait pu les garder. Pour Baruch Hashem, quand même, il a fait fortune, l'histoire se finit bien. Mais c'est quoi l'histoire? C'est que. Alors, un gars, il m'a demandé de parler de la Torah, du Chizouk, dans les mots de la Torah, pas seulement parce que ça va être Shavuot, bientôt, mais parce que pour qu'on puisse continuer et pour qu'on puisse, l'Atmid, pour qu'on puisse, Be'at Hashem, continuer ces années d'Yeshiva et jour après jour, sans perdre le cap, toujours avec beaucoup de force, en étant stable, Baruch Hashem, sans être trop tenté par les choses à droite à gauche, eh bien, il faut qu'on ait conscience, c'est la première clé, c'est la première recette, c'est le premier sujet. Il faut qu'on ait conscience de ce qu'on fait maintenant, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train d'étudier. Alors c'est vrai que je vous l'ai dit au début, des belles choses, le truc, le mariage, le chidour, la famille, les enfants. Mais avant tout, sachez que ce que vous avez entre les mains, c'est vraiment des diamants. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a marqué dans Michelet, Yekara imipnimim. La Torah, elle est chère comme des diamants. Alors c'est une belle image, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc si on a un petit peu conscience de ça, jour après jour, ça rentre, c'est pas facile. On a un petit peu conscience de ça, on change son échelle de valeur, eh bien, il n'y a pas de raison pour qu'on ne continue pas. Il n'y a pas de raison pour qu'on ait du mal à se lever le matin. On se lève le matin, on est comme un dingue. Je vais accumuler des diamants. Encore un mot de Gemara, encore un Rashi, encore un Tosfot, encore un Marcha. C'est encore un, et ceux-là, on les garde. Je peux vous dire que vous êtes en train de les garder, vous êtes en train de les amasser. Vous n'êtes pas en train de les jeter. Donc, la première recette pour continuer, pour être content de ce qu'on fait maintenant, c'est d'avoir conscience du RR, de la valeur de ce qu'on fait maintenant. Alors, la vérité, c'est un message universel et global. C'est pas à vous qu'on doit vous le dire simplement, mais tout ce qu'on fait dans la vie, si on n'a pas conscience de ce qu'on fait, on lâche le coup. Quelqu'un qui n'a pas conscience de sa qualité, quelqu'un qui n'a pas conscience de les qualités de son épouse, de ses enfants, quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'il fait dans la vie, même s'il n'est pas Baruch Yeshiva, il ne tient pas le coup, il va aller chercher à droite, il va dire peut-être il y a mieux à gauche, peut-être il y a mieux à droite. Et la moindre secousse, ça va l'ébranler. Sauf si il a compris que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et que Hachem le sait, que Hachem lui envoie la bracha en fonction. Mais, vérité, alors on va développer ce sujet-là, mais on pourrait s'étendre sur des millénaires d'années sur la valeur de la Cheshivut Torah, mais en tout cas pour vous donner quelques perles, justement, puisqu'on parle de perles, pour que vous ayez encore un petit peu plus conscience à la fin de cette ira de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous avez entre les mains. Parce que c'est ça finalement, c'est ça. Alors, Baruch Hashem, je sais que les grands businessmen, les grands traders, eux, ils ont bien conscience de ce qu'ils ont entre les mains, ils sont très contents de le faire, et ils se vantent, et on les voit partout, mais il faut que nous aussi, on ait cette conscience-là. Alors, Yerushalmi, il dit que, il faut commencer avec du lourd, mais bon, écoutez, on va essayer d'aller crescendo. Yerushalmi, dans PA, il nous dit que toutes les mitzvot, et tout le olam aussi, toutes les mitzvot et tout le olam, il ne vaut pas une parole de Torah. Alors, c'est des choses, encore une fois, comme dire souvent, dans le cas, si ce n'était pas écrit, on n'aurait pas pu l'inventer, on n'aurait pas osé l'écrire ou même l'imaginer. Mais moi, je vous demande pourquoi. Je ne sais pas si vous avez une idée. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi c'est aussi cher? C'est vrai que c'est une des 613 mitzvot, c'est vrai que c'est une mitzvah très importante. Mais je vais vous dire la recette. Je vais vous dire le secret, c'est qu'en fait, Oraita vekuja berichu chadou. C'est-à-dire que cette Torah-là que vous avez devant vous, et Hachem, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas de différence. La Torah et la Shrina, c'est une seule et même chose.
C'est-à-dire en d'autres mots, comme il y avait une fois une femme. Alors vraiment, c'est des histoires comme ça aussi, on ne peut pas les inventer. À l'époque du Taz, je ne sais pas si vous avez connu le Taz, grand Mefaresh, dans la Halacha, elle est venue toquer à la porte du Taz. Elle lui a dit, Rabbeinu Taz, j'ai mon fils très gravement malade. Je suis venu vers vous parce que vous êtes le Gadol Hador. Et voilà, je ne vais pas vers quelqu'un d'autre, je vais chez vous. Qu'est-ce que je peux faire? Alors Rabbeinu Taz, il lui a dit, ce qu'a dit Yaakov Avinu à l'époque avec Rachel, il lui a dit, ma chère madame, Tahat Elohim Anochi, est-ce que je suis à la place d'Hachem? Alors, vous en inquiétez pas, c'est vrai que c'est étonnant comme réponse, mais dans sa Hanava, des fois les gens qui sont tellement modestes, ils ont du mal à faire des brachot comme ça. C'est le cas du Chafetz Chaim aussi. Chafetz Chaim, on allait le voir, il disait, mais adressez-vous au patron, pourquoi vous allez me voir moi? Adressez-vous au patron directement. Alors le Taz lui a dit, je ne suis pas à la place d'Hachem. Adressez-vous à lui, ça va être, c'est direct. C'est direct. Elle lui a dit, c'est une femme apparemment top level. Elle lui a dit, mais Abénou, Chila, avec tout le kavod que je vous dois, c'est pas à vous que je m'adresse. C'est à la Torah qui est en vous. Il a compris le Taz. Il a compris que, évidemment, cette Torah qu'il a étudiée, c'est ça qui donne son corps de bracha. C'est parce que cette Torah, c'est d'Apim qu'il a étudiée, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est tellement cachour, qu'il est tellement lié à Kadosh Baruch Hu, et donc du coup, c'est une source vivante, c'est un mécor vivant. Et donc elle lui a dit, c'est pas au Ben Adam, Bassar Madame, c'est à la Torah que vous incarnez, à la Torah que vous avez étudiée que je m'adresse. C'est elle qui a le pouvoir. Il dit, si c'est comme ça, vous allez gagner. Alors si c'est comme ça, regardez, on va faire un esquème. Toute la Torah que j'ai étudiée ce matin, il n'avait pas beaucoup pas besoin de dire toute la Torah que j'ai étudiée depuis un mois. Déjà, pour le Taz, la Torah de quelques heures, c'était extraordinaire. Toute la Torah que j'ai étudiée ce matin, je route de cette Torah-là, qu'elle soit j'aime pour la réfoua de votre fils. Et l'histoire dit que, bon, Hachem, il s'est remis la folie. Il est tombé il s'est remis d'aplomb, une santé, il n'avait jamais connu ça. Ça, c'est juste pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire. Que cette Torah que vous incarnez là, que vous étudiez, en même temps, vous êtes en train de vous coller à la Shrina directement. Alors, c'est des belles paroles, mais on va essayer de les comprendre. Pour pas que ça reste que des belles paroles. Pareil, il y a un rab de Tzentz. On a parlé de lui en ce moment. Je ne sais pas si c'était le même, la vérité, je ne m'y connais pas trop dans les rabbins de Tzentz. Mais bon, c'est des gens qui. C'est pas grave si c'est d'autres régions, mais bon, pas reprocher mon. Tout est bon. On va chercher la chorma partout où elle se trouve. Et cette femme-là, encore une fois, elle a été voir le rabbi Laïb de Tzentz. Alors cette fois-ci, c'était pas l'enfant malade, elle était en couche, elle était enceinte. Et bon, à l'époque, c'était un peu piquant en effet, quand ça a bien changé, heureusement, vous inquiétez pas. Et donc, des shlichim, des proches de cette femme-là ont été demander une bracha pour que cette femme, elle s'en sorte dans les derniers instants, pour que Baruch Hashem, elle soit, elle, en bonne santé, et le bébé aussi. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Premier réflexe, évidemment, pas comme le rabbi de Tzentz, pas comme le Taz. Lui, il a fermé la porte, il s'est enfermé pour étudier. Classique. Alors il s'est remis vers un Tosfot, là, un Tosfot qui lui donnait du fil à retordre, il s'est remis dedans. Il n'avait pas compris la Kushia. Alors, il s'est remis pendant pas trop longtemps, j'espère, parce que je sais pas, entre-temps, bon, il s'est remis des longues minutes. Au bout d'un moment, quand il a compris la Kushia, il n'était même pas encore au Tirout, quand il a compris la Kushia de Tosfot, il a rouvert la porte, il a dit, Bézat par le srout de cette Kushia-là que j'ai comprise, que cette femme soit libérée de son koshi. Mida keneged mida, par le srout de cette Kushia-là que j'ai pu comprendre, rien que la Kushia, que j'ai pu un petit peu saisir, que j'ai pu éclairer, que j'ai pu déguster, que j'ai pu sentir, que cette femme soit libérée de sa difficulté à enfanter. Encore une fois, c'est la même idée. Il y a marqué dans la Gemara dans Menachot, Kuf Yud, que, je vais vous poser une question, Kola Osek Batora, qui écrivent Ola, celui qui est Osek dans la Torah, c'est comme s'il avait apporté un korban Ola. Vous connaissez dans
Vous connaissez dans les korbanot, on en parle en ce moment. Comme s'il avait en même temps apporté un korban mintra, korban, ola, mintra, khatat, v'hacham, tout en un, sans effort. Ça, c'est Resh Lakish qui dit ça. Et Rava, il dit quelque chose qui a priori est différent, et a priori très ressemblant. Vous allez me dire si vous voyez une différence. Rava, il dit, non, kol haosek batorah, eno tsarich, lo mintra, velo hacham, velo khatat. C'est pas comme s'il avait fait un korban. Non. Lui, Birla, il n'a pas besoin de korbanot. Alors, je sais pas qu'il y a une différence. Différence, il y en a une apparemment. Le Maharsha nous dit la différence. Il dit, d'après Resh Lakish, celui qui est sec de la Torah, c'est comme s'il avait apporté tous les korbanot. Parce que, effectivement, la Torah, Etzem le niveau de la Torah, il est mechaper. Il est mechaper, donc ça, Agav, entre parenthèses, hein, c'est une des grandes malades de la Torah. Celui qui cherche, celui qui cherche une capara pour quoi que ce soit, hein, qu'on n'ait pas besoin, mais en tout cas celui qui en cherche une capara, eh ben, il n'y a pas mieux, hein, je vous dis entre nous, il n'y a pas mieux que la Torah, que l'étude de la Torah pour être blanchi. Donc n'attendez pas Yom Kippour. Alors ça c'est d'après Resh Lakish. Et d'après Rava, c'est quoi la différence? Rava il dit non. C'est pas que la Torah elle est mechaperet. C'est que Bicha, lui, il n'a même pas besoin d'apporter de korbanot. Parce que la Torah, de toute façon, elle le protège déjà de la faute. Donc, il ne va même pas arriver à la Vera. Elle le protège déjà. Comme cette mara que vous connaissez tous, qui est marquée dans Kiddushin, mais il faut la répéter parce que il y a des choses qu'il faut se répéter pour que ça rentre. Barati Yetzer Hara. Barati Torah Tavlin. Alors moi, j'aimerais vous poser une question, parce que des fois, il faut... Je ne sais pas si vous avez étudié cette Gemara-là, mais la Gemara dit que j'ai créé l'Yetzer Hara, Hachem dit que j'ai créé l'Yetzer Hara, et j'ai créé la Torah, son antidote. Alors la Gemara, là-bas, je ne sais pas si vous avez vu, elle dit que, à quoi ça ressemble? Elle dit que ça ressemble à un... Bon, ça ici, il ne faut pas être choqué, hein. Elle dit que ça ressemble à un père qui frappe son fils, qui a frappé son fils, et que... il va avoir peur après... Et il a une blessure, il a une maca. Et alors le papa quand même sympa, hein, il lui dit bon, t'inquiète, voilà, regarde ce pansement, tant que tu auras ce pansement là sur la plaie, ça va aller. Tu peux continuer à vivre tranquillement, tu peux manger ce que tu veux, tu peux bouger, tu peux prendre un bain, eau chaude, eau froide, tu peux faire ce que tu veux. Mais garde-le bien sur toi. Et apparemment, c'est ça. Apparemment, dit la Gemara, voilà, c'est ça. C'est le machal pour nous dire que Barati et Tzahara, Barati Torah Tavlin. Mais alors, je vous pose des questions. Tavlin, c'est un antidote. Un antidote, c'est quelque chose qu'a priori qu'on prend en une fois. Une fois, on n'a pas besoin de prendre l'antidote à 5 reprises et de prendre l'antidote pendant 30 jours. Le médecin, il nous prescrit quelque chose et c'est tout. Alors, c'est quoi la ressemblance entre l'antidote et ce pansement qu'on doit garder? Normalement, un antidote, on le prend une fois et c'est tout. Donc, a priori, cette Torah-là, on a besoin de l'étudier. Étudie-la, étudie toute la Torah si tu veux. Mais après, c'est bon, tu as pris l'antidote. Alors ouais, c'est pour nous illustrer encore une fois cette idée-là que cette Torah-là, il faut l'étudier, mais il faut l'étudier tout le temps. Parce que, justement, c'est pas comme un antidote normal. C'est tant qu'on l'aura sur nous, tant qu'on l'aura proche de nous, tant qu'on l'aura dans la bouche, eh bien, ça va nous protéger. Mais Chazvé Shalom de s'en écarter un peu. Parce qu'on ne sait pas ce qui veut se passer. Ça, c'est pas de moi, c'est de Rabbi Chetrit. Mais... Et alors, il y a un Talmide aussi. On est dans les grands rabbis aujourd'hui. Il y avait un Talmide qui a vu cette histoire que j'ai vue ce matin. Il y avait un Talmide qui est venu voir, qui s'est réveillé de son sommeil. Il est venu voir le rabbi de Kotsk. Alors, il lui a dit, Rabbi, j'ai rêvé, mais j'ai pas rêvé des choses auxquelles je rêve d'habitude. J'ai rêvé d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous, je sais pas, moi, ça m'est personnellement jamais arrivé, mais et celui qui rêve d'Akadosh Baruch Hu, je sais pas, mais en tout cas, je pense il peut nous faire des brachot. Alors, il dira, je vous fais une bracha, je sais pas s'il n'a pas dit ça, mais j'ai rêvé d'Hachem. Qu'est-ce que vous en dites, Rav? Alors, Rabbi de Kosk, il lui a dit, il était assez sérieux, Rabbi de Kosk, hein. Il lui a dit, et alors?
je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Ah, mais il y avait de la shrina, quoi. Pas un petit extraordinaire, un petit ricoud, là. Il dit, non, tu sais, je vais te dire, c'est pas que je minimise. Je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire, parce qu'il y a marqué que tous les rêves qu'on fait, ils sont empreints par ce à quoi on pense dans la journée. Hein, donc, pas vous faire de détails. Celui qui rêve de choses banales et futiles, alors c'est ça, en général, c'est ça qui va rêver. Celui qui... Alors, toi, je te connais, t'es un bachour sérieux. Je te vois arriver le matin, tu fais des arrimes, tu te lèves, tu vas sur Seder, Bikous, Ioun. T'es collé à Hachem toute la journée, donc c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce que tu rêves d'Akadosh Baruch Hu? Je dis bon, j'ai compris, hein, si c'est comme ça. Et ça l'a consolé. Encore une fois, c'est la même idée. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête ici. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. Et on va passer encore une étape. Mais sachez que ce temps-là, il est précieux. Encore une étape. Sachez que vous êtes en train d'étudier ici, mais que Hachem aussi, en ce moment, il est avec vous. La Gemara dans Gittin, elle rapporte une étude. Elle rapporte qu'il y avait une étude, il y avait une petite rabouta entre deux Amoraïm sympathiques, Rav Eviatar et Rav Yonatan. Ils parlaient d'un sujet, le sujet de la Pilegesh. Et il y avait une marloquette sur les chitos entre les deux. Et bon, Rav Eviatar, tranquillement, il rencontre Rav Eliyahu Hanavi, bon, pour lui c'est classique. Et il lui dit, Eliyahu, non pas Eliyahu, bon, c'est quand même, Benou, Rabbeinu Eliyahu Hanavi, est-ce que tu peux me dire en ce moment qu'est-ce qu'Hachem il fait? Nous on est au sec Batora, Baruch Hachem, qu'est-ce qu'Hachem il fait en ce moment? Alors il lui a dit, je peux te dire avec certitude, parce que je le côtoie assez souvent, je peux te dire qu'il est au sec dans le sujet de la Pilegesh, comme vous. Ah bon? Ah, ça tombe bien ça. Et qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il pense à ce sujet? Ça tombe bien parce qu'on est en ce moment dedans, donc j'aimerais bien avoir des retours. Ça fait bien à la yeshiva, quand le lendemain il va lui dire, voilà. La chita du bon Dieu, ça va faire bien demain. Et sache que, voilà, je vais te dire ce qu'il dit. Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire les paroles suivantes. Car Amar Rabbi Eviatar Beni, mais car Amar Rabbi Yonatan Beni. C'est ça qu'il dit Hachem, il est juste en train de parler avec vous, il est juste en train d'étudier avec vous. Car Amar Rabbi Yonatan, ça veut dire, voici ce que dit ici-bas mon fils Rabbi Eviatar. Voici les mots que sont en train d'étudier à Yeshivat Yeshua Yosef, c'est parti, c'est pas grave. Voici ce qu'ils sont en train d'étudier à Yeshivat Yeshua Yosef. Et Hachem, il dit la même chose. Ça aussi, il faut le dire. Et car voici ce qu'ils disent mes fils, voici ce qu'ils disent en bas, voici ce à quoi ils sont occupés. Car Amaratel. Alors on peut continuer sans fin, mais comme c'est une bra qui dit que dans Rayot, que le mamzer, Tamit Racham, il est plus grand que le Kohen Amaretz, Kohen Gadol Amaretz. Et la Gemara dit là-bas pourquoi? Parce que, elle fait une dracha là-bas, elle dit que le mamzer Tamit Racham, eh ben, il est encore plus grand finalement que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour. Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, eh ben, le Talmid Racham, même s'il est mamzer, l'homme échané, même s'il vient de loin, eh bien, il est Kodem, il est encore plus grand que lui. Alors, vérité, on va continuer, on va s'arrêter là, sur cette partie-là, mais j'aimerais bien vous dire que, alors ça c'est très beau, en réalité c'est extraordinaire même, il faut se répéter tous les jours, mais j'aimerais que vous sachiez que, des fois sur le terrain, c'est pas aussi facile, Tarles comme on dit, sur le terrain c'est pas aussi facile. Alors, parce qu'il y a plusieurs petites stratégies du terrain. Il y a plusieurs petits arguments qui essayent de nous mettre dans la tête, qui font que les choses ne sont pas aussi faciles sur le terrain. Parce que vous allez peut-être me dire, bon, mais d'accord, j'ai bien compris, Rabbi Yatar, Rabbi Yochanan, le Rabbi Sens, des grands rabbinim extraordinaires, la valeur de la Torah extraordinaire, j'ai bien compris. Mais moi,
mais moi, est-ce que ma Torah à moi, elle a aussi autant de valeur? Alors ça, on appelle ça le Yetzer Hara du Miani. Ouais, des fois, je l'ai renommé aussi le Yetzer Hara du vendeur de falafel, parce que c'est le Yetzer Hara de la personne qui se dit, est-ce que moi, ma Torah aussi, elle vaut aussi ça? Est-ce que ma Torah, elle vaut aussi toute la Torah, tout ce qui est marqué? Est-ce que ma Torah, elle arrive à ce niveau-là aussi? Ou alors, je sais pas, moi, j'ai du mal à me concentrer. Déjà que je me lève le matin, c'est bien. Pendant mon limoud, j'ai du mal à pas penser à autre chose. Au Hachem, je suis baladé de droite à gauche, c'est pas tous les jours facile. J'avance, mais je sens que des fois je fais du surplace, je recule, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à me souvenir de mon limoud, je fais des chazarot, je fais ce qu'il faut, mais j'ai pas l'impression, la vérité, j'ai pas l'impression que c'est le Kohen Gadol et Yom Kippour. Alors, sachez, ça c'est la première Tana du Yetzer Hara. Alors sachez que vous pouvez la balayer facilement. Très facilement. Parce que il y a deux sortes d'émouna. Et ça aussi, c'est des leçons qu'on a apprises au Hachem avec Rav Nakash. Il y a l'émouna en Hachem et il y a l'émouna en nous-mêmes. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça, c'est pas que les psychologues qui disent ça, c'est pas que les coachings, c'est pas que les coachs. Mais il faut se dire que chacun avec son parcours, chacun avec ses cohortes, il doit avoir une confiance en lui-même. C'est-à-dire que non seulement ta avoda, elle vaut pas rien, mais elle vaut son pesant d'or. Et tu n'as pas le droit de la minimiser. Alors c'est marqué, vous allez me dire dans Pirkei Avot, c'est marqué Al ta'amin be'atzmecha diamotra. Je peux pas me dire que je peux pas avoir confiance en moi. C'est marqué que je dois pas avoir confiance en moi jusqu'au jour de ma mort. Alors là, c'est pas une kouchia, mais c'est pas une kouchia parce que ça, c'est juste un repère contre la Gahava. Mais ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est pas de la Gahava. J'ai entendu une fois les paroles de Rav Ezrahi, Yitzhak Ezrahi Shita, il a dit au respect de Rav Yitzhak Zatzal. Il a dit, vous savez, quelle était la force de Rav Yitzhak? Il y avait une seule force. Il connaissait sa force. Justement, c'est pas parce que ça rime. Hein. Mais celui qui connaît sa force, eh ben il arrive, il surmonte. Il se laisse pas trimballer. Alors, encore une fois, ce que je vous dis, il y a des mécoros, c'est Rabbeinu Yonah, et que la première chose qu'on doit avoir en tête pour commencer à étudier, pour commencer un bon Aved Hashem, c'est connaître sa Ma'ala. Sur Rabbeinu Tzadok HaKohen. Donner de valeur à ce qu'on fait. Alors, en vérité, il y en a un, il a été voir une fois le Rav, il a dit, il avait une bonne gava, lui, par contre. Il a été voir le Rav, il a dit, oh, le Rav, il lui proposait des shiduchim. On dirait que le cours, il est pour eux. Et shiduchim, il a refusé. Non, c'est pas pour moi, ça allait passer comme ci, ça allait passer comme ça. Moi, j'ai telle qualité. Vous savez, quand les Baruchim, Baruch Hashem, ils remplissent leurs fiches, et il y en a qui ont une bonne liste, une bonne reshima. Moi, je veux ça, ça et ça. Et c'est pas que trois choses, en général. Et il lui dit, bon, écoute, le Rav lui dit, écoute, je crois que tu reprends un petit peu les Sfarim de Moussard, va travailler un petit peu sur la Nava et tu reviens me voir. Parce qu'il la connaît, celle-là. Alors, il est revenu quelques temps après, le Rav lui dit, ah, voilà, ça y est maintenant, c'est bon ou pas? Donc, 20h ce soir, avec la personne là que je t'avais parlé l'autre fois, elle est toujours là, elle t'attend. Écoute, voilà. Le Rav, lui dit, le Bachour, lui dit, non, mais Rav, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, parce que là, maintenant, en plus d'être Tamit Racham, maintenant, je suis à Nav. Donc voilà. Donc, la liste, elle s'est allongée, Baruch Hashem. Donc, je demande plus maintenant. Et là, ça, ce qu'on dit, c'est pas de la gava. Ça, c'est de la gava. Ce qu'on dit, c'est pas de la gava. De savoir là où on se trouve, c'est pas de la gava. Parce que finalement, vous allez prendre ce soir un papier. Si vous suivez mes conseils, vous allez prendre un papier ce soir. Vous allez dire voilà, j'ai telle qualité. Et je sais que toutes ces qualités-là, c'est Hachem qui me les a données. Donc il n'y a pas de gava. Si on a conscience que tout ce qu'on a, tous les kélim qu'on a,
la savlanout, l'intelligence, celui qui a la finesse, celui qui comprend facilement, celui qui comprend moins facilement, mais qui est plus dans la profondeur, celui qui est savlan, celui qui écoute sa chavruta. Bon, ça c'est dans le cadre du limoud, mais on peut tous dire une liste de qualités. Ça va être nos kelim pour y aller, pour affronter. Les nekudot tovot. On doit tous aller avec ce bagage-là, Mais, paradoxalement, vous allez me dire, mais bon, il va se reposer sur ses lauriers, comme on dit en français. Ah, je suis comme ça, il va... Puis, dans quelques temps, il va se retrouver comme le barreau avec le chidour. Non, parce que dans le même temps, d'un côté, on doit avoir conscience de ses qualités, mais dans le même temps, on doit avoir des ambitions. Comme il vous dit le Rav, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Le Rav Etzraïm, il est rentré un jour dans une yeshiva, et il a dit, Barurim et Karim, il a dit un jour Napoléon, les Avdil, hein, et des fois, on peut se servir de Napoléon pour donner des messages. Rav Etzraïm, il a dit, vous savez, un jour Napoléon, il a dit, celui qui n'a même pas l'ambition de devenir général, même un petit soldat, il ne sera pas. Alors, ça veut dire quoi? Il leur a dit, Barurim, alors vous, si vous n'avez pas l'ambition de devenir grand, même très très grand dans la Torah, pour ne pas dire Gadolador, eh ben, je ne sais pas s'il sortira beaucoup de choses de vous. Donc, c'est pas contradictoire. On est content, d'un côté, on a son pack, on a ses mahalotes, je sais que j'ai mes qualités, je suis content de ce que je fais, je suis content de chaque mot de Torah que j'étudie, mais d'un autre côté, je veux plus. D'un autre côté, j'ai des autres ambitions, des grandes ambitions. Je veux étudier tout le chasse, ou je veux faire de la bikyout, ou je veux faire plus de youd, chacun avec qui. Mais ces ambitions, elles sont là. Les deux sont pas contradictoires. Et vous savez que quand on se fixe quelque chose, on a une certaine ishmaïa, quand on se fixe quelque chose. Même si ça paraît au-dessus de nos forces, quelqu'un il m'a raconté qu'on lui a dit, écoute, voilà, on fait un sioum à chasse bientôt, alors tu prends une macérette, chacun prend une macérette, Il dit d'accord, je prends une macérette sur moi, attaché. Ah, il a eu tous les événements du monde, bien sûr, qui lui sont tombés sur la tête, les naissances, les décès, les trucs. Békochi, il a pu continuer. Il a pu commencer la macérette. Il est passé des mois, le sioum il approche. Alors, le Rav lui dit alors, la macérette, où t'en es? À la fin, 3/4 à la fin, plutôt. Alors, je sais pas, j'ose pas vous dire, mais j'allais presque laisser tomber. Non, fais pas ça, il dépend sur toi, le sioum, il n'y a personne qui peut prendre ta place, tout ça. Bon, il s'est laissé convaincre. Il dit, je prends sur moi, je sais pas. Il a fait de beau des doutes dans les champs, il a dit, Hachem, regarde, je prends sur moi, je ne sais pas comment, quand, j'ai ni le temps, ni la possibilité, ni la tête, aide-moi, voilà. Eh bien, je ne sais pas par quel miracle, c'est le miracle. Par le srout, qu'il a pris quelque chose sur lui, le temps il arrive. Parce qu'il y a une bracha dans le temps aussi. Les gens ils nous disent, j'ai pas le temps. Alors, j'ai pas le temps. Personne n'a le temps, la vérité. On est tous dans le même temps, dans le même cas. Personne n'a le temps. Surtout quand il s'agit de Torah, on n'a pas le temps. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et le temps, il nous file entre les doigts. Mais le temps, c'est quelque chose qui s'attrape. Quelque chose qui se fixe. Alors, il faut dire comme ça. Voilà, j'ai pas le temps. De toute façon, c'est un secret pour moi. J'ai pas le temps, Hachem. Mais, Hachem, je prends sur moi quelque chose. Pas forcément dans la mesure de ce qu'on peut faire, du raisonnable. Mais, et le temps, il va venir. Vous allez voir, le temps, il va venir. Pour finir, les dernières minutes, finir avec avec des choses qui me sont très chères. Et là, on a parlé du Yetzirah, du Miani, de comment le Yetzirah, des fois, veut qu'on soit minime, veut qu'on soit petit. Donc là, on a dit comment faire. Mais la vérité, il a une arme ultime. La vérité, je ne vous cache pas qu'il a une arme ultime, etc. Et alors, je ne sais pas si je peux vous demander, mais à votre avis, c'est quoi l'arme ultime? Alors, moi, je pensais que l'arme ultime, etc., c'était qu'on n'étudie pas, c'était le Bitul Torah. Je pensais que c'était qu'on fasse des avérotes. Je pensais, tout un tas de choses. Bon, Hachem, ça ne manque pas. Et on s'est renseigné, bon Hachem, on s'est renseigné, et bien écoutez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'arme ultime du Yetzirah, eh ben, elle s'appelle, pour finir sur notre espoir, elle s'appelle le Hiouch.
Alors, You, ça veut dire le désespoir, littéralement. C'est-à-dire celui qui continue, qui avance, qui tombe, en Hachem, comme c'est marqué dans ce très bon livre que je conseille à tout le monde, Sheva Ipol Tzadik Vekam. Il est tzaddik, c'est pour ça qu'il tombe, mais... Enfin, il reste tzaddik, on va dire, mais il voit qu'il n'arrive pas, et il retourne. Alors il dit, bon, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, je lâche, je peux pas, c'est trop dur. Alors sur ça, il faut qu'il se dise, il faut qu'il lise une lettre. Entre autres, il faut qu'il lise une lettre du Rav Hutner, Yitzhak Hutner, qui a été écrite un des plus grands penseurs des Baal Marshava. Et bien, ce Rav-là, il nous dit en deux mots, il nous dit le pshat de Sheva Ipol Tzadik Vekam, c'est pas comme vous pensez. C'est pas, bon, bah, le tzadik, malgré qu'il tombe, il se relève. C'est peut-être un des pshatim, c'est vrai. Mais c'est pas que ça. C'est le tzaddik, c'est parce qu'il est tombé qu'il est tzaddik. C'est-à-dire que la chute, elle fait partie du chemin. C'est pas un accident. C'est la route normale. Sache que, au régime, on ne souhaite à personne, on ne souhaite pas les sourim. Mais sache que les tzaddiks, ils ont chuté. Et il dit dans la lettre que c'est dommage que dans toutes les biographies des tzaddikim, on ne parle pas beaucoup de ça, ou très peu. Et qu'on a l'impression que tous les dolim, ils ont été depuis 5 ans jusqu'à 99 ans, tzaddik, miatrala adassof, sans chute, sans bouleversement. Non, on a l'impression comme ça, mais sache que non, le plus grand tzaddik, il est devenu tzaddik parce qu'il est tombé, parce qu'il s'est relevé, parce qu'il est retombé, parce qu'il est relevé, parce qu'il a grandi de ça, il a compris, il en a fait des leçons, il s'est fixé, il s'est fait des devoirs, et c'est pour ça qu'il est tzaddik, ça fait partie de son derrière. Et encore une fois, ce qu'on nous demande, ce qu'on vous demande, c'est pas la réussite, c'est la ishtadout, c'est l'effort. La Gemara dit dans Choulin qu'on est comme des Agirei Yonan. On n'est pas le patron, on est les salariés ici. On est que les salariés. La responsabilité de la réussite, du succès, elle n'est pas dans nos mains. Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est d'être sérieux, d'écouter les rabbanim, de se rapprocher des rabbanim, parce que je vous assure que des personnalités comme vous avez chez vous, c'est pas à tous les coins de rue. Donc profitez de vous rapprocher d'eux, d'apprendre d'eux. Mais l'effort, c'est ça qu'on nous demande. Le Sahara, il sera sur l'effort, il sera sur la transpiration, il sera sur le réveil que tu as mis le matin pour te réveiller, même si ça ne s'est pas passé. Il sera sur la chavruta que tu as essayé de fixer, même si ça ne s'est pas bien passé. Il sera sur le limoud que tu as fixé, sur l'effort que tu as produit. Et je finis avec cette histoire du... Quelqu'un, il a demandé une fois à un Rav, j'arrive pas trop à étudier, quoi, j'ai pas trop le temps. Et la vérité, Rav, il y a des milliards d'anges, mais qu'est-ce que Hachem, il a besoin de mon étude? Alors il lui a dit, regarde, tu fais quoi dans la vie? Je vends des peintures. Tu vends des peintures? C'est quoi la peinture la plus chère? La peinture la plus chère que j'ai, elle vaut $1,5 million. Il dit pourquoi? Il dit, le temps qu'il faut, et c'est une minutie, c'est un art. Et à tout moment, l'artiste, il peut rater et tout recommencer. Et il doit avoir le paysage en face de lui. Et constamment faire un aller-retour entre ce qu'il regarde, le paysage, les peintures, les nuances. Combien d'efforts, combien de possibilités de rater? C'est pour ça que ça vaut la... Il dit, vraiment, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu sais pourquoi ton étude à toi, elle est plus chère que celle des anges? Parce que ton étude à toi, elle est plus difficile. C'est plus difficile. Toi aussi, tu peux rater. Toi aussi, tu peux chuter. Tu te reprends. C'est pour ça que ton étude à toi, elle est plus chère. Elle est plus chère. Et c'est pour ça qu'on n'a pas été créé malachim. Sinon, c'est pour ça qu'on a été créé. Sinon, Hachem se serait contenté des malachim. Et sachez aussi, il faudrait faire un sikoum, mais sachez aussi qu'il dit le Rabbi Chaim Vital, pour en finir avec la Kabbalah, comme ça on ne va pas trop se... modeste, hein. Il dit Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, le Harizal, il faisait beaucoup de louanges sur cet élève-là. Et le Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, mais Rav, je suis honoré, c'était l'élève Mouvak. Je suis honoré, mais combien j'aurais été plus heureux, combien j'aurais peut-être été plus grand à l'époque. Mais aujourd'hui, bon. Alors le Harizal, il lui a dit, sache que chaque mitzvah, même petite mitzvah que tu peux faire aujourd'hui, elle vaut beaucoup plus. Elle vaut beaucoup, ça. C'est pas des messages comme ça, hein. C'est Rabbi Chaim Vital. Elle vaut beaucoup plus qu'une mitzvah qui a été faite dans les générations précédentes. Parce qu'aujourd'hui, justement, comme on a dit,
Il y a plus de difficultés, peut-être il y a plus de tentations, il y a plus d'obscurité. Donc, forcément, ça vaut plus. Forcément, ça vaut plus. Donc ça faut l'avoir en tête. Pour finir, je vous assure, c'est la dernière chose. Pour finir, il y a marqué, pour finir avec Rabbeinu, alors c'est Rabbi Nachman, alors je sais pas si tout le monde est sympathisant, mais en tout cas, moi, je commence à l'être et je commence à découvrir sa Torah. Il nous a dit le message suivant, Rabbi Nachman. Il nous a dit que Im en yetzer hara la Adam, en avoda nirchevet klal. S'il n'y a pas de yetzer hara dans ce monde-là, il n'y a pas d'avodat Hashem. Il n'y aurait pas d'avodat Hashem. Pourquoi? Qui akol kedai eslo itbarach bijvil atnoa, on va traduire. Ma shebetokef itgabruto sheyatzara. Là, au moment où le yetzer hara, il te parle, hein, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, au moment où il est en train de te parler. Hein. Mitgaber alav adam bezet noa uboreach mimeno. Si le Ben Adam il arrive un petit peu, même à se reprendre et à fuir, à ne pas se laisser séduire, quel que soit dans le domaine. Chez Zé, yakar etzlo itbarach beyoter. Ça, c'est encore plus cher aux yeux d'Hachem. Ce petit effort qu'il a produit maintenant. Mais Eilu avad auto élève shanim bli yetzer hara. C'est encore plus cher aux yeux d'Hachem, cet avoda qu'il a fait, cette seconde où il a pu se reprendre, c'est encore plus cher aux yeux d'Hachem que s'il avait servi Hachem 1000 ans sans Yetzer Hara. Je ne sais pas si vous imaginez une vie, 1000 ans de vie sans Yetzer Hara, même dans nos rêves les plus fous, 1000 ans de vie tranquillement, études, Atrala, Dasov, Miboker, Edrev, tranquillement, Meyorat Nefesh, pas d'impératif, voilà. 1000 ans de yeshiva, 1000 ans de Yeshua Yosef, tranquillement. Et bien ça, tranquillement, dans la sérénité, dans la Menucha, et ben cette vie-là de Menucha, même si on la souhaite, il faut la souhaiter, mais sachez que c'est finalement pas ce qui nous rapporte le plus. C'est pas ce qui rapporte gros. Ce qui rapporte gros, c'est la lutte. C'est la lutte contre ces Hara. Et bon, Hachem, alors je vous bénis, bon, Hachem, je vous bénis de pas être, je vous bénis d'avoir beaucoup de Menucha, en tout cas, de Simra, de sérénité à l'Yeshiva, que vous passiez un bon zman dans la tranquillité, dans la Simra, que vous puissiez prendre tout ce qu'il y a à prendre de cette Torah-là. Et bon, Hachem, et merci pour votre écoute.